Mesdames et messieurs, bonsoir. Il a inspiré plusieurs générations de journalistes, d'animateurs et de producteurs télé en Côte d'Ivoire. Sa présence sur notre plateau, elle seule suffit pour affirmer que nous avons réussi notre émission. L'unique, l'inégalable Georges Taïb Benson, 60 ans de carrière, nous fait l'honneur de répondre à notre invitation pour revisiter sa longue, riche et envieuse carrière et sa grosse expérience de télé. À 80 ans aujourd'hui, toujours actif dans son métier, il a tout donné à la télévision ivoirienne lorsqu'elle était seule et continue d'inspirer encore aujourd'hui des générations de professionnels dans le pays et dans la sous-région. C'est une immense émotion qui nous étreint ce soir, nous qui n'avions jamais imaginé qu'un jour nous partagerons le même plateau télé que ce monde sacré de la télévision. Quelle expérience, j'en perds pratiquement les mots. Georges Taïb Benson, bonsoir. Bonsoir. Véritablement, c'est un honneur pour DNTV de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Nous vous disons grand merci d'avoir accepté cette invitation sans condition. Oui, mais l'honneur est partagé. L'honneur est partagé. Souffrez que, au début, ça c'est ma troisième jambe qui vient de tomber. Tout à fait, c'est naturel. Souffrez que je prenne un petit temps pour dire merci et ma reconnaissance à M. John Chahin Sombo et à son équipe dont vous faites partie pour cet honneur que vous me donnez. Je suis heureux, je suis ému de me retrouver dans un espace que j'ai connu pendant plus de 60 ans, les projecteurs, les images et tout. Merci pour ça. Ben, c'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Vous nous avez fait aimer ce métier. Aujourd'hui, nous partageons le même plateau que vous. Quelle joie. Comment vous portez aujourd'hui, Georges Taïb Benson? Je me porte comme un jeune homme de 80 ans. Je n'ai pas de bobos majeurs, mais j'ai des petits bobos qui insistent. Je les balaye, j'essaie de les balayer, mais ils reviennent. Un peu par ma faute, vous savez, on me dit de marcher beaucoup. Je marche, mais pas beaucoup. Alors, des bobos qui existent et qui sont têtus comme je n'ai pas envie de dire qui, comme qui, Georges Taïb Benson, je ne le dirai pas, je n'oserais pas le dire. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez l'espace audiovisuel, comment est-ce que vous jugez la télévision de façon générale, toutes les télévisions ensemble? Je ne me permets pas de juger. Pourquoi? Parce que les instants ne sont pas pareils, les périodes, les époques ne sont pas pareilles. À notre époque, il n'y avait pas de chaîne concurrente, il n'y avait pas de satellite. Nous étions les seuls. D'ailleurs, il y avait une petite boutade à l'époque, ni café, ni m'a fait baigner. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il nous disait. Tu veux pas, tu vas nous voir, parce que nous sommes les seuls. Il n'y avait pas de concurrence. Absolument. Alors, aujourd'hui, lorsque j'ai la chance, lorsqu'il m'arrive de parler aux étudiants des grandes écoles, je leur dis, votre tâche est très difficile, beaucoup plus difficile que la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, il y a floraison de chaînes concurrentes qui viennent de partout. Et le téléspectateur aujourd'hui a la facilité de comparer. Bon, comme les jeunes ne sont pas imaginatifs comme nous l'étions, à l'occasion de voyages en Occident, ils voient des émissions, ils écrivent le principe principal, disons, et puis ils viennent... Ils balancent ces émissions à leurs téléspectateurs. Il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de créativité. Mais écoutez, nous subissons cela et c'est pas... À votre époque, il fallait sortir cela de zéro complètement. Ah oui. Lorsque vous faites mensonge d'un soir, n'est-ce pas? Lorsque vous faites au village ce soir, il n'en existe pas à travers le monde. Il n'y a pas ça. Vous créez selon notre environnement, selon notre culture, car au rendez-vous du donner et du recevoir, nous n'allons pas apprendre aux Occidentaux le football américain, comme on l'a fait dernièrement pour un jeune rappeur américain qui est venu. Vous n'allez pas leur présenter, comment on dit ça, la patate, la culture de la pomme de terre. Non.
vous allez leur présenter le djunglé de Mamiaou, vous allez leur présenter le copé de Tanti Ayoa, etc., etc. Bon, donc il faut imaginer. Et moi, ce que je déplore, c'est la mécanisation de la télévision. Il n'y a plus d'interactivité de base, c'est-à-dire, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les téléspeakerines, parce que les Occidentaux ont supprimé cela, nous avons supprimé cela, nous aussi. Mais quand une belle femme, avec une coiffe extraordinaire, un boubou fantastique, vient ouvrir la télévision pour parler aux téléspectateurs, eh bien, quel bonheur pour les connaisseurs de la gente féminine. Quel bonheur. Alors, je parle de ça, mais le 7 août 1963, ah oui, c'est une date qui nous rappelle beaucoup de choses. Mais bien sûr, l'arrivée de la télévision en Côte d'Ivoire et l'ouverture de l'écran, n'est-ce pas, audiovisuel en Côte d'Ivoire. La première personne, le premier Ivoirien, ou le premier visage ivoirien à sortir sur un écran de télévision, c'était une téléspeakerine. Elle s'appelait, parce qu'elle est passée de vie à trépas malheureusement, elle s'appelait Fatou Sidibé. Fatou Sidibé. Le premier visage qu'on a vu sur l'écran. Le premier visage, elle me salutait des fois d'ailleurs, elle me disait, tu sais, mon père, là, je l'ai déplacé à jamais, pour toujours. Je suis la première. Dans ce domaine-là, je suis la première. Il ne pourra jamais me rattraper. Absolument. Cette image de la jeune femme qui vient vous saluer, qui vient vous dire bonjour, bonsoir, eh bien, c'est fantastique. C'est l'interactivité, c'est bien, ça ouvre un moment de... Mais bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on regarde les choses calmement, j'ai envie de revenir sur le passé. La première émission télévision, bien le premier journal, comment est-ce que ça a commencé? Il n'y avait pas de télévision du tout en Côte d'Ivoire. Et puis, la date que vous avez indiquée, la télévision va ouvrir. J'imagine un peu... Pour nous qui étions devant le poste récepteur de télévision publique placé au hall d'information à Treichville... C'est le 7 août. Le 7 août 1963. Très bien. Avant ça, il n'y a pas de télévision. Avant ça, 7 août 1963, à 19h15, apparaissait le visage radieux de Fatou Sidibé. Et comment est-ce que cela a été pris en Côte d'Ivoire? Quelle était la réaction? Vous savez, je dis toujours que nous sommes les champions du monde des inaugurations et les champions olympiques de l'abandon. On abandonne les choses. Mais la télévision est la seule chose qu'on a inaugurée et qu'on n'a pas abandonnée. Vous comprenez? On a fait tellement de tapage à la radio, dans les journaux. Non, dans le journal de Fraternité Matin. On dit, il y a la télévision, que tout le monde avait envie de voir. Moi, j'étais à l'école de théâtre avec Neba Robert, Sigiri Bakaba, Daniel Bonica, qui n'était pas encore Clavry. Eh bien, on était là. Et on nous a dit, la télévision arrive. Monsieur Raymond Magnier, qui était un de nos instructeurs, disait, il va falloir que vous vous intéressiez à la télévision. Lui, il était à la radio. Bon, moi, je lui ai demandé, Monsieur Magnier, la télévision, c'est quoi? Parce que personne ne savait ce que c'était. D'accord. Encore une fois, au fouet, le visionnaire s'est intéressé à ça. Mais personne ne savait. Alors, ils ont fait un battage, etc. Et puis, j'ai dit à M. Magny, c'est quoi la télévision? Il me dit, oh, c'est simple. C'est la radio où on voit la personne qui parle. C'est la définition est simple, mais on comprend mieux. Pardon. Donc, il y avait une effervescence. Mais le président avait eu l'idée toujours de faire partir un groupe d'Ivoiriens, jeunes filles et jeunes gens, pour apprendre les différents métiers de la télévision. Un an avant, oui. Ils sont partis, les Joseph Diomandé, les Bernard Coppa, les Jean Kessé, les Noël Krabé, les Jacques Nda, tout cela sont partis apprendre le métier. Qui est caméraman, qui est journaliste, qui est réalisateur, les
Clémentine Tikida, etc. Eh bien, ce 7 août-là, ils étaient les seuls face à toutes les machines. Et c'est Mema Soumaoro et Bernard Coppa qui étaient à la tâche au journal. Ça a été extraordinaire. C'est les premiers visages des présentateurs. Ah oui. Mema Soumaoro. Mema Soumaoro Et Bernard Coppa. Bernard Coppa. C'était fantastique. On voyait des visages dans un écran. C'était fantastique. C'était fantastique. Et j'imagine bien que c'était blanc et noir. Oui, allez-y. Oui, en noir et blanc. Je vais vous dire, l'atmosphère qui régnait là où on avait placé le poste récepteur pour ceux qui n'avaient pas d'argent, parce que ça coûtait cher. Hein? Ça coûtait cher, c'est pour ça qu'on a mis les postes publics. D'accord. Alors, on dit que ça va démarrer à 19h. Mais à 16h, nous, on est devant l'écran. Hein? À 16h, on a souffert la chaleur, l'attente, etc. Et puis, à 19h, apparaît une image banale. C'était des barres horizontales de différentes variations dans le noir, gris, etc. Ah oui. Quand ça apparaît, oufoué. Je ne sais pas pourquoi, on a crié oufoué. Oui, tout le monde manifestait. Et puis après, il y a eu une horloge. Alors là, le oufoué était intensifié. Après, il y a eu l'abidjanaise. L'abidjanaise avec le drapeau, mais en noir et blanc. Ah oui, on n'avait pas encore la couleur. Ouais, et puis, après le drapeau, le visage de Fatou Sidibé. Là, la télévision ivoirienne. C'était explosion de joie et tout. C'était fantastique. Et oui, c'est vraiment heureux d'entendre, de partager ces souvenirs avec tout le monde. J'aurais bien voulu être là ce jour-là pour voir. Eh bien, j'y étais. Vous y étiez pour nous. 17 ans, j'y étais. 1m50 environ. Oui. Alors, les plus petits étaient devant, donc j'étais devant. Vous étiez discipliné. Alors, Georges Ivenson, vous êtes un professionnel dont tout le monde parle, mais des fois on a l'impression que vous êtes incompris, ou bien c'est vous qui ne voulez pas vous adapter. C'est pas des fois, c'est tous les jours que je suis incompris. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais je m'en porte pas plus mal. Hein. Je veux vous dire, moi je suis journaliste. Je suis journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de regarder la société vivre et puis de relever ce qui va ou ce qui ne va pas, de préférence ce qui ne va pas, pour qu'il comment on dit ça, pour qu'il participe à l'amélioration de la vie dans notre pays. Eh bien, il y en a qui ne comprennent pas ça. Moi, les dithyrambes, je les réserve à des super personnes qui ont réussi de super choses. Mais la vérité, qui n'est pas toujours bonne à entendre parce que on ne réussit pas toujours ce qu'on entreprend, les gens ne peuvent pas accepter cela. On dit quoi? On dit... c'est pas ça que je voulais dire. On dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais c'est pas ça. On dit quand il n'y a pas la liberté de critiquer, il n'y a pas le bonheur d'avoir gagné, d'avoir trouvé, etc. Les gens n'aiment pas qu'on les critique. Bon, moi, je suis incompris. Pourquoi? J'ai été formé, et je pense bien. Je pense que j'ai été bien formé. Je pense. Et d'être devenu vedette très jeune, j'avais 18 ans quand j'apparaissais pour la première fois à l'antenne de la télévision ivoirienne. Il y a beaucoup de jalousie d'abord, et puis il y a le fait que les gens n'aiment pas la critique. N'aiment pas. Moi, quand c'est pas bon, je te le dis. Je te le dis. Quand c'est pas bien, je te le dis, mais quand c'est bon, je t'encense. Sans la liberté de critiquer, il n'y a pas le bonheur de réussir. Ça, c'est clair. Je l'ai dit, c'est pas la phrase exacte, mais c'est ça. Paraphraser, oui, je comprends. Oui. Alors, les gens n'aiment pas ça. Alors, ils prennent des décisions comme aujourd'hui. Hein. Bah, moi, je le dis, aujourd'hui, vous avez dit quoi? Je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela, etc. Pensons, oui, mais il y a un groupe de personnes en Côte d'Ivoire qui disent que je ne suis rien, que je n'ai rien fait.
simplement parce que je ne pense pas dans la même direction que ces personnes-là. C'est abominable, ça. Alors, si je ne pense pas comme toi, Lancinée, comme toi, dans 3 ans, tu dis, oh, il a fait quoi alors que tu viens de m'encenser. Mais si jamais demain, tu crées, parce que tout tourne autour de partis, hein, malheureusement, tu crées ton parti, et que je n'entre pas dans ton parti, malgré tes appels et tout, tu dis, oh, d'ailleurs, même laisse, qu'est-ce qu'il a fait de bon dans sa vie? C'est-à-dire, le chien qui ne peut pas grimper au manguier dit de toutes les façons, c'est des fruits qui ne sont pas sucrés. Voilà, parce qu'il ne peut pas arriver au sommet de ce manguier. Donc, combien de délégations de jeunes sont venus me parler dans le sens de viens avec nous et que j'ai refusé parce que... Alors, vous vous sentez frustré? Oui, oui, oui. Je me sens frustré. Je n'ai fait que la 5e. Les études normales, là. Je me suis arrêté en 5e, on m'a renvoyé. D'accord? Georges Taï Benson s'est arrêté en 5e? Oui, oui. Moi, j'ai pas fait la 4e. Hein. Je me suis retrouvé au lycée classique parce que j'avais un frère là-bas qui était maître d'internat, mais parce que aussi j'avais tous mes condisciples qui sont allés au lycée. Et je les ai suivis. J'habitais donc dans la piole de mon frère. Et puis, il y a un groupe qui s'occupait de moi. C'était extraordinaire. Vous avez Jeune Kakou. Oui. Jeune Kakou. Et Ndoli Boni, paix à son âme, qui m'apportait ma gamelle de la cantine. Hein, m'apportait ça. Je mangeais dans la piole de mon frère. Et puis, vous aviez Laurent Babo et qui encore, une fille, qui m'apportait les leçons, les cours du jour. Les cours du jour. Ce qui fait que beaucoup pensent que j'étais au lycée. Non, j'étais dans les couloirs du lycée, je squattais. Mais c'était un squat positif. Et aujourd'hui, je leur en suis tellement reconnaissant que les gens ne comprennent pas mes amitiés. Alors, on ne vous permet pas de choisir vos... Vous voyez, vous dites que je suis le meilleur et tout, mais je n'ai jamais enseigné à l'ISTC. On dit que je n'ai pas de diplôme et que je ne peux pas. Votre expérience ne semble pas compter pour vous, c'est ça? Non, il y a un monsieur qui s'appelait Soro, je crois, directeur de l'ISTC, qui m'a appelé. Il dit, il y a mes étudiants qui vont sortir, est-ce que tu ne pourrais pas? Je dis, ah monsieur, renseignez-vous. Hein. Renseignez-vous si je peux enseigner ici. Eh bien, le monsieur a accepté, il s'est renseigné, il m'a rappelé, il dit, Benson, viens. Je dis, bon, d'accord. J'ai pris les étudiants, il y avait des Camerounais, des Centrafricains, des Gabonais et tout. Et puis, je leur ai fait 1 semaine de cours. Il y en avait pour 1 mois. J'ai fait 1 semaine. Ils ont fait une pétition. Ils ont fait une pétition. Ils ont demandé au directeur, mais où était ce monsieur depuis? Parce qu'on leur apprenait l'anglais, etc. Pour faire quoi? Alors, pour faire quoi? Mais tout de même, j'ai envie de demander, d'insister. Est-ce que vous ne vous victimisez pas vous-même, Georges Taï Benson? C'est-à-dire, ce mot-là est trop fort pour moi. C'est-à-dire, vous êtes une victime, c'est ce que vous dites. Oui. Parce que vous dites, il y a beaucoup d'attaques à votre endroit. Est-ce que vous n'y êtes pas pour quelque chose? Ah bon? Non. Je ne pense pas. Parce que je n'aime pas courber le dos. Chez nous, à Grand Laou, hein, parce que j'ai fait l'école à Grand Laou, vous savez ce que c'est notre jeu préféré? Ça s'appelle Lési. Lési, c'est la bataille entre quartiers, entre classes d'âge. On fait ça. Lési. Si tu as marché sur le pied de quelqu'un, forcément, il va réagir. Il va réagir. Après ça, j'ai habité le quartier, comment on appelle ça, le quartier Chicago de Tréville, qui est aujourd'hui le quartier Biafra. Là-bas, c'était bagarre à tout moment. Oui, absolument. Hein. Quand on entend Chicago, on comprend. Ah oui, oui. Alors, moi, je ne peux pas accepter certaines choses. Je ne peux pas accepter certaines choses. Comme j'étais néant, quand nous sommes revenus de France,
On a été formé pendant 18 mois. Après, j'ai fait 6 mois de pratique dans différentes télévisions, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, et que je suis revenu. Bien que j'ai été major de promotion, je répète, bien que j'ai été, malgré ma 5e là, major de promotion, major et second d'Afrique, parce qu'il y avait tous les pays africains dans le stage, mais j'étais major de Côte d'Ivoire et second de l'Afrique. Monsieur Aouchek Tidiane, un Sénégalais, était devant moi. Mais j'étais major. Il y a un farfelu de la fonction publique, là, un gratte-papier, qui tient compte de mon CEPE et non pas de ma formation professionnelle. Tant il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est le diplôme. C'est le diplôme. Et Jean-Pierre Ayer, paix à son âme, un excellent confrère, journaliste, avait écrit un papier un jour, excédé par ma position. Il dit, George Benson, les ravages de la diplomite. Voilà le titre. Pour dire que ce ne sont que les diplômes qu'on voyait en avant. Ben oui, mais le peuple a tranché. Le peuple a... Parce qu'aujourd'hui, qui se rappelle certains noms de mon époque? Georges Taïb Benson, je vais continuer à vous donner parce que j'ai beaucoup de choses à vous demander. Il y a eu des accusations dans votre vie, dans votre carrière. Ça ne peut pas manquer. Je vais rappeler juste des faits. Le roi du reggae, Bob Marley, devrait être en Côte d'Ivoire. C'est une affaire sur laquelle beaucoup de personnes ont eu à écrire, que Bob Marley devait venir en Côte d'Ivoire, il n'est pas venu. George Benson nous a grugé. Nous avons entendu cela. Aujourd'hui, on a envie d'entendre votre part de vérité. Ensuite, il y a eu cette histoire, la grande chanteuse que je connais. Ne me parlez pas de Chantal Taïba, je quitte votre studio. Mais non, mais ça fait longtemps que je parle de cette affaire. Je ne veux pas passer ma vie à ça. Mais au moins, nous avons envie de savoir, Georges Taïb Benson. Vous avez entendu l'accusation, vous n'avez jamais entendu... Ce que nous essayons, c'est de confronter les deux positions. Vous êtes d'accord avec moi que les critiques, vous l'avez dit vous-même, on va confronter les deux positions pour savoir qui s'est passé. La critique ou l'accusation sont des choses très faciles, n'est-ce pas? Je vais commencer par Chantal Taïba. Mais c'est ma fille, Chantal Taïba. C'est ma fille qui était à notre table. C'est ma fille que j'ai dorlotée à la télévision. C'est ma fille que j'ai vue arriver avec Jeanne Animel. C'est ma fille que j'ai propulsée dans l'orchestre de la RTI. J'ai fait pour Chantal Taïba un peu plus que ce que j'ai fait pour d'autres chanteuses ou chanteurs. Et j'ai été très méchant sur une chaîne de télévision en disant, vous là, vous salivez sur ces jeunes filles parce que vous ne les avez pas vues arriver avec leurs pieds poussiéreux et leurs pagnes déchirées presque. C'est lorsque les caméras ou les projecteurs les ont lavés à vos yeux que vous fantasmez. Mais moi, Ce sont vos filles. Ce sont mes filles. Hein. Aïcha Koné. Aïcha Koné, on a dit que son premier enfant était le mien. Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à enlever. C'est difficile à effacer. Très difficile. Je vous le dis, Georges Taïb Benson, nous autres avons entendu ces histoires. C'est justement pour laquelle j'ai voulu il y a seulement 3 mois, alors qu'il y a combien d'années que cette affaire a été créée. Il y a seulement 3 mois que Chantal, et c'est pour ça que je lui en veux. Il y a seulement 3 mois qu'elle s'est fendue d'une excuse et d'une explication sur Facebook. Mais est-ce que tout le monde lit Facebook? Et pourquoi tu as attendu si longtemps? Tu as gâché une partie de l'atmosphère familiale dans ma famille. Je ne dis pas que c'est ça qui
qui est à la base des problèmes qu'il y a eu dans mon foyer. C'est pas ça du tout. Mais ça y a contribué. Je suis animateur de télévision, je suis l'animateur personnel du président Félix Houphouët-Boigny. Vous savez l'amour qu'il avait pour les artistes. Un jour que j'étais à sa table, la télévision marchait et passe Chantal. Et il me demande, mais c'est pas Ayon Ayon ça? C'est pas lui? C'est pas elle? Je dis, si, c'est elle. Mais je ne la vois plus. Je dis, à présent, elle a fait un accident. Son visage est lacéré, elle en a honte et elle ne veut plus passer à la télé. Il faut me l'amener. À cette époque, ces enfants-là n'avaient pas de téléphone, ni chez eux, ni dans leur poche. Parce qu'il n'y avait pas le phénomène de téléphone portable aujourd'hui. Quand il me dit ça, moi j'avais mon agence Mediastar. Je dis à Kwayo, je dis, écoute, cherche Chantal Taïba. Il fait si bien qu'il me la retrouve. Je dis, bon, ben, écoute, il faut venir avec moi. Demain, on va aller voir le président Houphouët. J'emmène Chantal à la présidence, à la résidence. Le président regarde, c'est kéloïde et tout, on dirait un enfant qui a vu le Père Noël. Voilà. Il dit, ah mais ça, appelez-moi Aïdara. Aïdara était notre ambassadeur à Paris. On l'appelle, on lui dit, bon, il y a tel artiste qui va venir, etc. Idrissa, c'est Idrissa Toé. Idrissa Toé qui s'occupe des voyages, faites un billet, faites ceci, faites cela et tout. Et puis, Chantal s'en va. Mais on lui a donné l'enveloppe du pain de la route, on lui a donné l'enveloppe de l'eau de la route, mais à moi, on ne m'a pas donné. Hein. On m'a pas donné. Tant il est vrai que Houphouët disait, quand tu es sous le parapluie, la pluie ne te touche pas. On lui donne tout ça, et puis elle s'en va. Mais l'ambassadeur qui veut se faire bien avec Houphouët, on dit la fille a des kéloïdes sur la joue. Il s'en va prendre une ambulance de luxe, etc. Bon, bon, elle s'en va, on la soigne. Et puis un jour, je suis chez moi, on m'appelle au téléphone. C'est mon épouse qui prend. Il était 5 heures du matin, je ne sais pas. Benson, j'ai dit oui. Ne quitte pas pour le président Houphouët. Bon. Ma femme, comme je suis un peu voyou, un peu seulement, ma femme pensait que c'est une d'entre elles qui appelait à 5 heures du matin et tout. Et puis après, je la vois, elle dit, le président. Je prends. Je dis, allô, Benson? Je dis, oui, tonton. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et le mot sort, imbécile. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais Chantal Taïba est revenue. Je dis, c'est vous qui me l'apprenez. Moi, je ne sais pas. Cette fille est revenue sans venir se présenter à moi. Je la trouve, je l'amène à la présidence encore. Et on explique au président qu'en France, on dit que les blessures sont trop fraîches. On ne peut pas soigner. Il est énervé. Il dit, appelez-moi Amani. René Amani, notre ambassadeur aux États-Unis. On embarque encore Chantal pour aller aux États-Unis. On lui donne encore l'enveloppe de voyage. On lui donne encore l'enveloppe de X. Et puis moi, non. Elle s'en va. On la soigne plus ou moins. Et puis Chantal revient. Mais je trouve que c'est peu cavalier l'attitude de ces jeunes gens à qui on fait du bien et qui oublient. Alpha n'a pas oublié. Aïcha Koné n'a pas oublié. Tu comprends? Oui, absolument. Mais j'ai envie de dire Dieu merci, Chantal Taïba a expliqué, elle vous a présenté des excuses, c'est ça l'essentiel. Bon, maintenant, l'autre question, c'était quoi? Bob Marley. Bon, écoutez, je vais faire rapidement. Est-ce que vous avez connu Daniel Cruikshank, un monsieur qui organisait des manifestations ici en Côte d'Ivoire? C'est oui, lui qui a fait venir Aragon, etc. Il m'appelle un jour, il travaillait sur les avions Air Afrique. D'accord? Il revient de New York, il me dit, hey,
Georges, il y a un Sénégalais qui arrive en Côte d'Ivoire, en Afrique, et il va t'appeler, parce que lui, il m'a demandé quel est l'organisateur d'une tournée de... Oui, quel est l'organisateur le meilleur en Côte d'Ivoire qui pourrait les aider à organiser une venue de Bob Marley. Il y avait Dakar, il y avait Abidjan, il y avait Libreville, je ne sais pas. Donc, il me dit ça, il dit il va t'appeler. Bon, le gars m'appelle 48 heures après. Il dit j'arrive en Côte d'Ivoire demain, est-ce qu'on peut se voir? Je dis il n'y a pas de problème. Je le reçois à ma table, à Mermoz. Et après ça, maintenant, on parle affaires. Il m'explique. Alors, mais comment voilà, je fais venir Bob Marley en Afrique. Pour l'escale d'Abidjan, je cherche quelqu'un. Et Daniel Kouchak m'a dit que vous étiez la personne idoine et tout. Je dis, bon, d'accord, mais ça coûte combien? Il me dit le prix. Je dis, bon, ok, je peux payer la moitié maintenant pour confirmer ma participation. Et puis, lorsque la chose va se réaliser, je paye le reste. Il dit, ça me va. Et puis, il repart. Il m'envoie des éléments sur Bob Marley, de la littérature sur Bob Marley, des photographies, etc., etc. Moi, comme je vois les documents qu'il m'a présentés, je dis, ok, je me lance dans la bataille. Mais, quelque temps après, le même Daniel Kouchak, de retour de New York, me dit, hey, Georges, si tu veux retrouver ton argent que tu as donné à Johnny Seka, ainsi s'appelait ce Sénégalais, il faut aller vite à New York parce qu'il est en train de mourir. Je dis quoi? C'était pas comme maintenant où les voyages sont difficiles, parce que nos passeports sont falsifiés et sans valeur. Avec les conséquences que ça a, oui. Bon, il m'a dit ça vers 9h. Le soir, à 19h, j'étais dans l'avion. Je vais à New York. J'arrive au St. Luke's Hospital. Et puis, on m'introduit dans la chambre du monsieur. Je vois qu'il est piqué de partout. Il a des tuyaux dans le nez. Je dis, quoi? Mais c'est un gars qu'on maintient en vie, ça. Et le médecin m'explique que ça ne va pas très bien. Le deuxième médecin qui entre, à qui on explique la chose, il dit, ah, il me prend de côté, il me dit, this guy is gonna die tonight or tomorrow. Je dis, quoi? Mais je fais comment? Le monsieur qui était là quand je suis entré là, c'était le manager de Bob Marley, il s'appelle Don Taylor. Don Taylor. Quand il a vu que j'étais en peur et tout, il me dit, ne vous en faites pas, pour votre argent, on va vous rembourser. On a une banque à New York, on va vous rembourser. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse que j'achète toute la tournée africaine. C'est-à-dire l'escale de Dakar, d'Abidjan et de Libreville. Il dit, ah, ça, c'est pas nous qui décidons. C'est Bob. Et il a sa position dessus. Il ne veut pas aller en Afrique tant que ce n'est pas Johnny Seka. J'ai dit, bon. Il me dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. On a notre avion qui est à l'aéroport. Nous partons à Miami. Parce que je lui ai demandé, mais Bob Marley, il est où pour que je discute avec lui? Il me dit, il est à Miami. J'ai dit, mais oui, c'est pas long, hein, New York. J'ai dit, bon, on peut aller. Puis on a embarqué. J'étais dans le jet privé de Bob Marley. Mais avant ça, dans la chambre arrivent deux dames et un monsieur. C'était la maman et la femme de Bob Marley. Je leur ai parlé, elles ont dit la même chose que c'est Bob. Donc on était dans l'avion, j'étais peinard. J'arrive à Miami, on me présente à Bob, il me reçoit avec vraiment beaucoup de honneur, respect et tout. Respect. Et il me demande est-ce que je peux rester un peu avec lui, etc. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai vécu dans la maison de Bob Marley pendant 7 jours à Miami, en Floride. Et, anecdote pour terminer,
je n'ai jamais vu Bob Marley fumer. Parce que aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent the basement, c'est-à-dire le sous-sol. C'est là-bas qu'il se réunissait avec ses amis, les Wailers, pour répéter. Donc quand ils s'en vont là-bas, il me dit, hey George, you don't have to be here, go with the mama. Très bien. C'est là-bas qu'ils faisaient leur poupou nampou. Je n'ai jamais vu faire ça. Bon, finalement, ça échoue. Il dit, il ne vient pas. Donc moi, j'appelle mon épouse. Je dis, il faut rembourser les gens parce que Bob ne viendra pas. Elle et mon staff commencent à rembourser. Malheur de malheur, c'est les faux billets que les gens avaient faits qui se sont présentés les premiers et qui se sont fait rembourser. Lorsque est venu le tour des vrais billets et tout, je n'avais plus d'argent pour rembourser à certaines personnes, nombreuses. Benson est voleur, Benson est truand, Benson est ceci. J'étais en train de faire quelques aménagements dans ma maison. Les cailloux, on a caillassé la maison, on m'a affublé de tout, etc., etc. Bon. Mais ça là, tu vas expliquer à qui et puis ça va s'effacer en 2 jours. Il y a combien d'années cette affaire-là? Et ça continue. Donc désolé d'être revenu là-dessus parce que ce sont des histoires qui ont traversé la... À côté de ça, oui. À côté de ça, j'ai fait venir qui? J'ai fait venir les Harlem Globetrotters, j'ai fait venir les Tamboulou, j'ai fait venir qui? Ça, c'est le manager de Jeanne Animel qui avait fait la tournée de l'Étamboulou. J'ai fait venir. C'est extraordinaire, cela on en parle. Oui, ainsi va la vie. Et George Taïb Benson, vous connaissez bien notre métier, vous connaissez la vie, vous avez une grosse venir Bob, les Harlem Globetrotters, hein, qui veut. Oui. Qui veut. Je vous comprends parfaitement, je comprends votre frustration. Vous avez pris beaucoup de coups, mais George Taïb Benson, il y a aussi eu de grands moments de bonheur, de joie dans votre carrière. On peut en dire un mot? Oui, 2 mots. 2 mots. Lorsque dans votre carrière, il vous arrive l'opportunité de participer à de grands moments de télévision, c'est inoubliable. J'ai participé à une émission sur TF1 qu'on appelle Télévision sans frontières. Cette émission a été diffusée sur le monde entier à des heures différentes parce que 18 heures d'Abidjan, ce n'est pas 18 heures de Rio de Janeiro, ni de... etc. Mais cette émission a été diffusée en direct dans tous les pays du monde entier. Et quand l'équipe de TF1 est arrivée avec M. Hervé Bourges pour en parler avec le président Oufoué, etc., le président Oufoué a dit à Ben Soumaoro, je crois, oui, c'est Ben Soumaoro, je me rappelle plus, il dit prenez Benson pour nous représenter et faites-le venir. Moi, je suis venu, le président m'a dit, vous serez notre ambassadeur dans une expérience de télévision. Vous allez accompagner à travers le pays l'équipe de télévision dirigée par Mme Annick Beauchamp, paix à son âme. Et nous faisons tout le tour. On est arrivé à Yamoussoukro pour qu'elle interviewe Mme Annick Beauchamp interviewe le président Oufoué. Vous savez, nos dirigeants là, tous, Oufoué compris, ils minimisent nos médias locaux pour donner la primeur de leurs réflexions aux médias étrangers. Hein? Et le président, il est dedans aussi. On arrive chez lui, c'est là que j'apprends qu'il y a une maison d'or à Msoukro, il en parle à la dame. J'apprends que. Donc, en même temps que les Français, j'apprends du président Oufoué que je fréquente tous les jours ici sans savoir ça. Mais Annick Beauchamp était bouche ouverte. Elle ne savait pas quelles questions poser. Je lui venais en aide, etc. Ça, c'est un grand moment. Ça, c'est un grand moment. Quand on vient vous dire, M. Ounien vous appelle à la présidence, on m'envoie un motard pendant les Jeux de Confégès.
Hein. Bon, mais on s'en va à la présidente. Et quand j'arrive, Georges me dit, le président t'attend dans la chambre. Et j'y vais. J'y vais. Il était, je ne dis pas dans une tenue, bon, mais il était dans la chambre, il se préparait. Il me dit que tu sais que je ne devais pas venir au déjeuner ce matin, mais la France a décidé de te honorer et de te décorer. Alors pour ça, je viendrai au déjeuner. Je dis, quoi? Le déjeuner avait lieu à l'hôtel président. Mes collègues ne le savent pas et je ne dis à personne. Quand arrive l'heure de la décoration, M. Oignet lit la liste des gens et il y a mon nom, et mon directeur, tout le monde me regarde. Tout. Et on m'appelle sur le podium. On dit qu'on va me décorer de la médaille d'or de la jeunesse et des sports de la République française. Je dis, ah bon? Bon, d'accord. Je monte, on me décore. On me décore. Et le président m'appelle à sa table. Il me félicite. Le président me fait la collade. Ça, c'est arrivé à combien de personnes? Ce sont des moments inoubliables. C'est arrivé à combien de personnes? Le monsieur dont on dit aujourd'hui qu'il ne vaut rien, qui n'a jamais rien fait de sa vie. Personne n'a jamais dit ça. C'est la bonne... Si, c'est ce qu'ils disent. Bon. Alors... Donc, moi, voilà deux des grands moments, mais il y en a eu. Mais j'en profite pour vous dire que souvent on a parlé de vous, votre proximité avec les hommes politiques, que vous vous palabrez, mais qu'ils vous donnent tous les moyens qu'il faut et que vous vivez entre guillemets en pacha et tout. Vous m'avez vu vivre en pacha? Mais c'est à vous de nous le dire, John Benson. Je ne nie pas que par la qualité de mon travail et de mes interventions auprès du président Houphouët, j'ai eu des avantages. Mais tout le monde en a eu des avantages comme ça. Bon. Mais il y a aussi le fait que un membre de sa famille est venu dans la mienne et porte mon nom, c'est mon épouse. Je ne nie pas que nous avons eu des avantages également. Mais vous dites que je suis proche des hommes politiques. Pas tous. La nature a choisi pour moi les meilleurs. La nature. Vous comprenez? Quand il y a un congrès du PDCI, parce que nous étions tous PDCI, même ceux qui rejettent tout ça aujourd'hui, nous étions tous PDCI. On a crié « Vive le PDCI, vive le président Houphouët-Boigny », on a tous crié ça ici. Même les Laurent Gbagbo ont cotisé au PDCI parce qu'on nous coupait la cotisation du PDCI au trésor. On nous coupait à la source, n'est-ce pas? C'était le parti unique. Alors, moi, je travaillais bien. Ça, je ne peux même pas le nier. Le président, mais quand, à la fin d'un congrès, il y a une soirée, mes patrons ou les organisateurs du PDCI font la liste de ceux qui interviendront dans cette soirée-là. On a mis animateur, ils ont mis 3 noms. Et quand ils s'en vont rendre compte de leur projet au président Houphouët, il dit, mais où est Benson? On dit, oui, c'est vrai, il est bien, mais comme il vous a mal parlé ce matin, il dit, mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. On peut me critiquer si on me donne de bonnes idées. Parce qu'à l'époque, j'étais frondeur face au président Houphouët. Je n'étais pas pro-Houphouët à l'époque. Il dit, mais s'il est bon, alors dites-lui qu'il sera l'animateur, l'unique de cette soirée et qu'il en sera toujours ainsi désormais. C'est de là qu'est partie mon affaire d'animateur personnel et préféré du président Houphouët. À partir de ce jour-là, il n'y avait eu personne d'autre que moi. Hein. Oui, personne ne pouvait bouger cela. Non, alors le monsieur que vous avez auprès de vous est le monsieur que le président Houphouët a choisi et qui a travaillé tout le temps. Moi, je n'ai jamais fait j'ai l'honneur auprès d'un président. Jamais. C'est-à-dire demander. Jamais.
on m'a toujours appelé S-qualité. Je n'ai jamais écrit pour demander quoi que ce soit, etc. Le président Oufoué m'a adopté parce que je travaillais bien. C'était avant que je ne sois son parent, hein, ou bien que quelqu'un de chez lui soit mon parent. C'était avant tout ça qu'il m'aimait bien. Ensuite, le président Bédié. Président Bédié, je l'ai côtoyé avant qu'il ne soit président de la République. Il était ministre des Finances et de l'économie. Il a été le premier comment on dit ça, le premier invité du fauteuil blanc que je réalisais. Fauteuil blanc présenté par Mamadou Ben Soumaoro. Oui. Ouais. Un jour, Ben m'explique et puis il me dit c'est le ministre Bédié qui va être le premier invité. On va d'ailleurs aller chez lui demain pour que tu le coaches, etc. J'ai eu l'honneur de coacher le ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, devenu après président de la République. Il n'a jamais oublié ça. Si je vais au Japon et que j'y trouve mon épouse, parce que c'est au Japon que j'ai rencontré une Baoulé qui est devenue mon épouse au Japon, si j'ai un peu d'argent pour acheter une voiture, c'est au Japon, c'est le président Bédié et tout ça. Moi, je n'ai jamais oublié ça. N'est-ce pas? Après ça, M. Gueye, Robert, je ne l'ai pas appelé pour demander quelque chose. J'ai été convoqué par lui à l'indénié chez lui. Son épouse est la condisciple de ma sœur Jeannette Abouaké au Bahut. Elle était sous Maoro. Ils habitaient juste en face de nous, en Mermoz. Il n'y a que le couloir qui nous... Donc, j'avais des relations avec elle, déjà. Donc, elle m'a accueilli et tout. Et puis, le président m'a demandé de venir travailler avec lui. Il m'a dit, ah, toi qui as fait des choses extraordinaires auprès du président Oufoué, il faut venir, comme demandé, comme Issa Sangaré, oui, je crois. Il faut venir. Je dis, non, monsieur le président, bon, moi, je suis un artiste. Aujourd'hui, je suis en culotte. Demain, je suis en smoking. Mais je ne veux pas nettoyer les toilettes parce que je n'aurais pas obéi à l'ordre militaire. Moi, je ne veux pas. On sait que j'ai dit ça sans penser à ma famille. Le lendemain, mon studio Régie 12 était saccagé à Cocody par les hordes de Yapi Boka et compagnie. Ils ont tout cassé, tout. Ils m'ont mis un coup de crosse comme ça. Ma voiture avec laquelle je faisais des reportages à la frontière ivoiro-libérienne pour envoyer aux États-Unis à CNN et compagnie, elle a été saccagée, elle a été déboulonnée, etc. On me raconte que c'est une dame blanche qui m'a embarqué pour m'amener à la pharmacie en face, pharmacie des arts, pour me donner du magnésium ou bien quoi, parce que j'ai déambulé dans les rues, j'étais devenu aga, etc. Donc, moi, j'ai mes rapports avec les hommes professionnel. Je n'ai jamais fait de politique. Je n'ai jamais pris une carte du PDCI, mais j'ai servi pendant longtemps le PDCI. Ils ont fait leur ordre du bélier et tout. Ils m'ont traité de traître parce que je fréquentais Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, ce n'est pas un rhinocéros. C'est pas un rhinocéros. Ce n'est pas un diable. Ce n'est pas un... Non. Le président Bédié m'a vraiment bien aimé. Je travaillais pour lui. Mais je n'ai jamais demandé à travailler pour lui. Le président Gueye, malheureusement, j'ai refusé. J'ai refusé parce que moi, je n'aime pas le sang. Et je n'aime pas les coups d'État. Je peux pas le dire, ça. Ça, vous l'avez dit, vous avez... Je peux pas le dire. Vous avez dit, vous avez été... Alors, à cause de ça, je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Alors, je continue de dire que personne n'a dit que vous dévalériez. Joy Taïb Benson, qu'est-ce que la télévision ne vous a pas donné que vous êtes en droit de revendiquer aujourd'hui? Vous savez, après 60 ans de carrière. Il y a un studio qu'on appelle le studio B à la RTI. Ah oui, le plus grand studio, le studio B. Le seul d'ailleurs qui mérite ce nom. Là-bas, j'ai fait tout. J'ai tout fait. Tout. J'ai dormi au studio. J'ai mangé dans le studio avec les techniciens et tout. J'ai tout fait. Et puis, voilà que ce studio où j'ai dormi, où j'ai fait le bonheur de la RTI, bon,
il y avait une vague de dénomination des espaces de production à la télé. On s'en va mettre le nom d'une blanche française, là, que personne ne connaît. Parce qu'elle a fait 3 ans ou 4 ans, peut-être davantage, je ne sais pas, et puis 2 émissions. On donne son nom au studio B. Parce que nous fonctionnons à l'émotion, comme a dit Léopold Sédar Senghor. Nous fonctionnons à l'émotion. Oui, elle est venue travailler chez nous, et puis elle est morte chez nous, donc vraiment, on va donner son nom au studio. Pourquoi? C'est pas mérité, non? Au regard c'est pas suffisant, de ce que... Non, c'est pas suffisant. Au regard de ce que nous avons fait au studio B, le minimum eût été que l'on baptisât ce studio par le nom d'un d'entre nous. Par exemple, Georges Taïb Benson. Par exemple, Roger Fijanskassi. Par exemple, Clémentine Tikida. Par exemple. Vous comprenez? Oui, Alors, quand je réclame ça, parce que moi, j'aime réclamer. Parce que, à titre costume, j'aime les hommages. Donc, je demande. On me dit, il a fait quoi pour que le studio porte son nom? Eh bien, j'ai fait, monsieur. J'ai fait. On habitait à côté de la télévision, à Mermoz. On habitait là. Peut-être c'est un bonheur, peut-être c'est un malheur. Mais quand il y a un problème d'urgence à la télé, on vient, on m'appelle. Ou bien on me téléphone. Tu comprends? Allez prendre Benson. Que ce soit du sport, que ce soit de la science, que ce soit, etc. Allez prendre Benson. C'est ainsi que j'ai fait du sport. J'ai fait le journal télévisé. En caleçon, parce que je revenais de la plage. On me dit, il y a X qui n'est pas venu, c'est lui qui doit faire le journal, c'est dans 10 minutes, etc. Eh bien, j'ai présenté le journal de 20 heures en caleçon, il n'y avait que la veste. Oui. Le jour, alors, on ne m'a pas payé. Vous savez, il y a un ordre qui a été créé, qui s'appelle l'ordre de la communication, l'ordre de la communication, ou je ne sais pas quoi, et tout. On m'écrit un jour avec des tyrans, vous allez être, je ne sais plus, moi, chevalier, ou bien je ne sais pas quoi, ou officier. J'ai dit non. Non. Mais pourquoi vous... Non, moi c'est commandeur. Je suis commandeur on veut dans vous l'ordre... décorer pour utiliser votre expression à titre costume, pas posthume, mais... Oui, mais enfin... Je comprends. Alors, moi je suis commandeur de l'ordre du mérite culturel, commandeur. Hein? Commandeur. Je comprends ce que vous ressentez, mais vous exigez. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai vu des ministres. Dans ministre, il y a minimum, ministre, qui ont exigé des honneurs qu'ils ne méritaient pas. D'accord, je ne veux pas réveiller une colère, mais tout de même, Georges Taïb Benson, aujourd'hui, pour terminer cette émission, qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on garde de vous, qu'on retienne de vous au sortir de ce plateau? Qu'on retienne que celui qui a été meilleur animateur de télévision, animateur vedette, le premier animateur vedette, qu'on retienne qu'il n'avait que le niveau 5e. Et qu'on retienne qu'à partir de là, avec abnégation, avec force, avec, je ne sais pas, on peut devenir quelqu'un. Comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis abandonné par eux, moi, je me sens quelqu'un. Je me sens quelqu'un. Parce que si celui qui refuse d'aller avec vous s'avère être celui qui peut réussir un de vos problèmes que vous avez, hein? Mais oubliez vos différences et puis appelez le meilleur technicien pour qu'il répare votre téléviseur. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? J'ai des amis au sein, pour terminer, hein, j'ai des amis au sein du RHDP qui refusent qu'on fasse des photos. C'est-à-dire qu'ils se sauvent presque pour qu'on ne les voit pas avec moi sur une photo. Vous vous rendez compte? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y en a que j'appelle au secours quand j'ai des problèmes. Quand je l'avoue, il y en a que j'appelle au secours
que j'ai des problèmes. Oui, c'est à cela, ça sert aussi l'amitié. Oui. Mais ils se débinent parce que il ne faut pas qu'on sache qu'eux me sont venus en aide. Ils veulent m'humilier. Ça, c'est le mot qu'ils utilisent. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Mais parce que je ne suis pas avec vous, je ne suis pas ivoirien. Oui, c'est vrai, il y a du sang ghanéen et tout ça, mais après. Après tout, Georges Taï Benson. Oui, après tout. Alors, non, il n'est pas des nôtres. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal qu'il ramène la politique à ce niveau. À ce niveau. Vous avez été compris, Georges Taï Benson. Nous comprenons parfaitement ce que vous ressentez. Voilà, malheureusement, cette émission... Oui, il ne faut plus m'inviter pour 1 heure de temps. Très bien. Georges Taï Benson, enfin, nous n'en avons pas le pouvoir, mais nous pouvons vous le dire sans vous tromper. La Côte d'Ivoire a de la gratitude vis-à-vis de vous. Les Ivoiriens ont de la considération pour vous, contrairement à ce que vous avez dit. Les Ivoiriens vous aiment beaucoup. Et pour nous, je vous assure que c'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau, mais surtout un honneur respectueux. Merci beaucoup. Et à votre endroit, et à titre costume, pour vous emprunter les costumes. Et pendant que nous sommes là, nous allons vous laisser repartir tout en vous gardant dans nos cœurs, dans nos mémoires. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci. Merci beaucoup. À vous-même qui êtes le producteur de l'émission. Merci, Georges. J'ai fait l'honneur de m'inviter. C'est nous qui sommes honorés. Au créateur de cette chaîne, M. John Chahine Sombo, et à vos collaborateurs. Ben, je vais vous dire rapidement. Oui. Je suis officier de l'ordre du mérite sportif. Je suis officier du mérite agricole. Je suis officier du mérite de la communication. Je suis commandeur dans l'ordre du mérite culturel. Le Massa se déroule actuellement. Je n'ai reçu aucune invitation. Alors, nous officions cette émission et nous sommes heureux de vous avoir reçu. Merci beaucoup pour ces moments de souvenir, de vérité, de télévision. Ce n'était pas le 4B Show, mais c'était plutôt à nous deux sur DNTV. Merci d'avoir accepté notre invitation sans condition, Georges Taï Benson. C'était véritablement un honneur. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était à nous deux sur DNTV.